Philippe IV le Bel, capétien. Naissance en 1270, règne de 1285 à 1314. Par son mariage avec Jeanne Ier de Navarre, reine de Navarre, il devint le premier roi de France et de Navarre. En 1292, on acheta à Péronne un bâtiment pour servir d'hôtel de ville. Cette acquisition fut confirmée par lettre patente de Philippe IV le Bel. L'année suivante, notre roi confirma par les chartes des mois de février et juin une foire marchande à Péronne, franche de droit, fixée au 29 septembre pour une durée de 8 jours, pendant laquelle personne ne pourra y être poursuivi pour ses dettes. En 1304, pour remercier la ville de lui avoir donné de l'argent et des hommes de troupe, Philippe le Bel signa une lettre patente qui donnait, moyennant 60 livres parisis une fois payés, la seigneurie de Sobot-Écluse et la propriété des grands moulins appartenant à la couronne depuis Philippe Auguste. Philippe IV sera toute sa vie à la recherche de fonds pour lever ses armées et agrandir son royaume. Il vendit d'abord la liberté à beaucoup de serfs, la noblesse à des roturiers, des chartes de communes aux bourgeois. Jamais satisfait, il empruntait des sommes considérables qu'il ne remboursait jamais, et sans cesse il levait de nouveaux impôts. Les Péronnais s'en souviennent. En 1308, excédé, le peuple de Péronne se soulève, mais l'émeute n'a pas duré, et s'est spontanément calmée, par crainte de représailles. Par convoitise, en 1307, Philippe le Bel abolit l'ordre des Templiers, censé avoir une richesse considérable. À Péronne, les Templiers avaient une maison, un maître et des frères soldats dans la cité. Ils possédaient dans la région une commanderie à Montescourt, à Cartigny et des terres au Câtelet. En 1311, une grande partie de ces biens fut donnée, après prélèvement royal, à la commanderie des Terpigny, qui dépendait des chevaliers de Rhodes. Philippe V le Long, capétien. Naissance vers 1292. Règne de 1316 à 1322. Second fils de Philippe IV le Bel, Philippe V, dit le Long en raison de sa grande taille, réunit 3 fois les États généraux, dont une fois à Péronne en 1320, où il vint lui-même pour confirmer sa légitimité. À la mort de Louis X, son frère, la reine était enceinte. La régence lui est donc confiée en attendant que ce fils posthume atteigne sa majorité. Mais l'enfant Jean Ier ne vivra que 5 jours. Le régent s'empresse alors de se faire sacrer roi à Reims en 1317. Cela déplut fortement à Jeanne de France et reine de Navarre. 5 ans et demi, la fille de Louis X fut son frère, et à sa grand-mère Agnès de France, fille de Saint-Louis. Philippe V réagit et s'empressa de réunir les États généraux pour confirmer que par un article de la loi salique, primogéniture masculine, promulguée sous Clovis, il y a 800 ans, et jamais appliquée depuis, que les femmes ne pouvaient monter sur le trône. Finalement, Jeanne II renonce au trône de France, mais conserve celui de Navarre. On peut aussi noter que Charles de Valois, frère de Philippe IV le Bel, fut lui aussi écarté de la couronne. Jean de Lebon, capétien. Naissance en 1319. Règne de 1350 à 1364. Sous Jean de Lebon, période marquée par des rivalités féodales et la guerre de 100 ans, les bourgeois de Péronne apprennent que le duc d'Orléans, après avoir cédé plusieurs seigneuries aux Anglais, arrive avec le comte d'Eu, accompagné d'un grand nombre d'hommes d'armes, pour loger dans le château. Les Péronnais, soupçonnant sans doute mal à propos quelque mauvais dessein, leur ferment les portes de la cité. Ils fustigent, puis attaquent les princes, avant de s'enfermer dans la ville, où ils se tiennent en armes pendant plusieurs jours. Cette révolte des Péronnais leur attire bien des disgrâces de la part du roi Jean, qui fait renverser le beffroi, et leur interdit d'élire mailleurs et échevins.
Charles V dit le Sage, Capétien. Naissance en 1338. Règne de 1364 à 1380. Le fils de Jean de Lebon, Charles V, dont le règne sera illustré par Bertrand du Guesclin, pardonna, et rendit à la ville ses prérogatives. Par lettre patente du 27 février 1368, l'ancienne charte est rétablie, et la ville est autorisée à reconstruire son beffroi. Le nouveau beffroi de 26 mètres de haut sera érigé en 1395. Une nouvelle charte plus avantageuse, datée du 11 décembre 1369, donne d'autres privilèges à la cité. En pleine guerre de Cent Ans, les Anglais vinrent cette année-là faire le siège de Péronne et furent vigoureusement repoussés, abandonnant sur le terrain un grand nombre des leurs, tués ou blessés. Le château de Péronne au XVe siècle. À côté de la porte Saint-Nicolas, le château datant du temps de Philippe Auguste est alors totalement entouré d'eau. Son important donjon au nord a été appelé par les historiens Grosse Tour, et aussi Tour Herbert, en référence au fameux comte de Vermandois. Né à Péronne en Vermandois, comme on le disait à l'époque, Jacquemart Pilaveyne exerça son art de copiste, enlumineur et miniaturiste dans l'atelier du fameux Jean Vauquelin, à Mont-San-Hainaut, qu'il intégra en 1441. À la mort de son maître en 1452, au gage de la maison Croix-Chimay, au service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, il reprit l'atelier en s'adjoignant d'autres miniaturistes, dont Simon Marmion, natif d'Amiens. Ce dessin vous représente Pilaveyne tel qu'on peut l'imaginer à son poste de travail. Cette enluminure est l'une des nombreuses créations de l'atelier, la tentation d'Adam et Ève. Cette miniature très intéressante, réalisée dans ce scriptorium de Mons, nous révèle Philippe de Bourgogne debout en noir, réceptionnant des mains de Vauquelin, ou de Pilaveyne, ou d'un autre scribe à genoux, le manuscrit commandé. Admirez les détails de cette représentation. On peut voir, parmi les notables, à droite de Philippe de Bourgogne, son fils Charles, 15 ans, alors duc de Charolais, qui sera surnommé par les historiens, à la mort de son père, le Téméraire. Cette maison de Bourgogne à la toison d'or était alors très puissante. Un autre miniaturiste picard, Jehan Miellot, natif de Guéchard près d'Abbeville, exerça aussi son art de traducteur et d'enlumineur pour le comte de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, puis de son fils, le Téméraire. On le voit ici dans son atelier de Lille, où il était chanoine. Ici, à genoux, il remet à son maître le document commandé. Parmi ses multiples ouvrages, on lui doit un manuscrit de la vie de Saint-Furcy. Parvenu à Péronne en 1563, ce manuscrit se retrouve plus tard à la collégiale jusqu'à la Révolution, puis à Saint-Jean-Baptiste, où il sera volé durant la Grande Guerre. Réapparu lors d'une exposition à Bruxelles sur les miniatures flamandes en 1959, son propriétaire actuel en est la Bibliothèque nationale d'Autriche. Louis XI le Prudent, capétien. Naissance en 1425. Règne de 1461 à 1483. Le 9 octobre 1468, suite à une imprudence peu coutumière de Sa Majesté, Louis XI est retenu prisonnier quelques jours à Péronne par son rival et bon cousin de Bourgogne, Charles le Téméraire. En effet, Louis et Charles se donnent rendez-vous au château de Péronne pour une entrevue cordiale. Louis, confiant,
s'y rend sous faible escorte. Pendant leur pourparlers, Charles apprend que les Liégeois se révoltent contre lui et que cette révolte est initiée par Louis. Le soulèvement aurait dû intervenir un peu plus tard. Devant cette mauvaise situation, et pour donner le change, Louis XI doit accompagner Charles le Téméraire à Liège mater la rébellion. À la mort de Charles le Téméraire, le 5 janvier 1477, la ville de Péronne sera définitivement rattachée à la couronne de France. Le prudent Louis XI avait bien pris la précaution de consulter son astrologue avant de se rendre chez son ennemi à Péronne. Le célèbre Galeotti, à Cherdenier, appelé de Hongrie à la cour de France, s'était fourvoyé dans ses prédictions. Une fois libre, furieux contre son mage, il le manda dans son palais et ordonna au bourreau, Tristan l'ermite, de le pendre. L'astrologue se voit alors passer de vie à trépas. Mais lorsqu'après avoir exhalé sa colère, le roi lui demanda si sa science lui permet de savoir l'heure de sa mort, il répondit hardiment « Oui, sire, vous mourrez 24 heures après moi. » L'astrologue fut congédié, avec ordre de ne lui faire aucun mal. Le roi superstitieux, en cette fin de Moyen-Âge, terrifié par cette perspective, l'épargna du mortel châtiment. Durant son règne, l'universel hareng Louis XI tisse la première toile des communications en créant la poste du roi par relais. C'est en Picardie, au beffroi de Lucheux, le 19 juin 1464, que Louis XI signa l'édit des postes, afin que les chevaux soient entretenus de 4 lieues en 4 lieues et prêts à porter le courrier du roi. Blason de la ville de Péronne, après son rattachement définitif à la couronne de France, à la mort de Charles le Téméraire. En termes héraldiques, d'azur, au P gothique d'or, accosté de 3 fleurs de lys, aussi d'or. Marie Fourré. En 1536, le duc de Nassau, chef des armées de Charles Quint, est arrêté devant Péronne. À la tête de 60 000 hommes, bourguignons, allemands et flamands, bien décidés à réduire ce colombier, il investit la ville et en fit le siège. Après 16 jours d'assauts infructueux, il décida d'entreprendre par surprise l'attaque de la porte de Paris, supposée peu défendue. Les assiégés portant leurs efforts au château et à la porte Saint-Nicolas. Le 25 août 1536, les attaquants munis d'échelles s'avancent silencieusement vers la porte de Paris et gagnent déjà les hauteurs des fortifications. Un officier est sur le point de prendre pied sur la muraille, suivi par de nombreuses troupes. C'est là qu'intervient Marie Fourré. Ayant entendu quelques bruits, elle court vers le rempart, aperçoit l'étendard de l'officier émergeant des hauteurs, s'en saisit, le retourne et transperce la poitrine de l'attaquant, puis le précipite dans le fossé. Les défenseurs accourent et repoussent les assaillants, qui subissent de lourdes pertes humaines. Finalement, Nassau, le 11 septembre, lève le siège, qui avait duré 32 jours. Le colombier était habité par des aigles. L'existence de Marie-Catherine Leleu de Poix, dite Marie Fourré, est contestée par les historiens. Mais l'acte de bravoure que la tradition populaire lui attribue en fait une héroïne de légende incontournable. Pour en revenir à l'histoire de France, ce siège a été chaud, très chaud. La ville garante de la frontière du Nord a tenu. Les Parisiens sont rassurés. L'invasion a échoué. Un concert universel de louanges glorifie les Péronnais. À Péronne, une procession votive est organisée le jour même de la levée du siège pour remercier le Tout-Puissant et Saint-Furcy. Paris remerciera Sainte-Geneviève quelques jours plus tard.
Pourquoi Nassau a-t-il levé le siège? Vendôme et Guise ont-ils reçu l'ordre de marcher sur Péronne? Nassau était-il à court de subsides pour continuer cette lutte incertaine bien trop longue et qui lui avait déjà coûté fort cher? Pour célébrer cette victoire, une procession commémorative de la levée du siège sera organisée tous les ans le 11 septembre. Une bannière, placée en tête, relatant cet événement historique, sera réalisée dès l'année suivante. La bannière originale du siège de Péronne de 1536 a été réalisée très peu de temps après la victoire sur les impériaux pour figurer à la procession décrétée le jour même de la libération et qui se renouvellera tous les 11 septembre de manière immuable. Cette bannière de Péronne, le plus ancien document figuratif sur la ville, a été refaite en 1705 pour cause de vétusté. Léon Lecointe, maître tailleur et brodeur, la réalisa, conformément au modèle, en or, argent et soie. Totalement détruit pendant la Grande Guerre, parvenu jusqu'à nos jours grâce aux copies et à la photographie, ce document est une vraie bande dessinée du XVIe siècle, relatant les épisodes du siège de 1536. Monsieur Gérard Boutet de la Société archéologique de la région de Péronne réalisera en 1993 sa restauration en noir et blanc, puis sa colorisation en 2003. Les défenseurs du siège de 1536. Tout en haut de la bannière et du haut de son nuage, Saint-Furcy encourage les défenseurs et intercède auprès du Tout-Puissant pour qu'il accorde la protection de la ville. Le maréchal Robert de la Marck, duc de Bouillon et de Fleuranges, est le coordonnateur de la défense. Le 28 août, il fait avertir par le courageux Jean de Escourt qui franchit les murs et traverse les marais à la nage, les ducs de Guise et de Vendôme en place à Ham. 400 arquebusiers, chargés chacun d'un sac de 6 livres de poudre, font de nuit le chemin inverse et renforcent la garnison de la ville. La défense de la porte de Paris est confiée à Jean de Sénicourt, le comte de Cesval, arrivé à la tête de 1000 hommes, la 2e légion du régiment de Picardie. À la tête de la 1re légion du régiment de Picardie, aussi de 1000 hommes, le comte de Sarcus est en charge de la défense de la porte Saint-Nicolas. Le 20 août, mort de frère Jean de Humières, le commandeur des Hospitaliers de Malte, commanderie d'Éterpigny, à la tête emportée par un boulet. Son corps sera enterré à Saint-Furcy. Philippe de Boulainvilliers, le comte de Damartin, est chargé de la défense du château. S'apercevant que l'ennemi creusait une mine sous la grosse tour, il ordonne et participe à une contre-mine. Le 6 septembre, il est enseveli par l'explosion, avec 70 autres victimes. Le seigneur Jean III d'Estourmel est le défenseur régional de première heure.
Il transporta tous les blés de ses terres et avança son argent pour la paye de la garnison. La devise du seigneur d'Estourmel, vaillant sur la crête, vient des croisades, où son ancêtre, Créton d'Estourmel, sous les ordres de Godefroy de Bouillon, fut le premier à planter sa bannière sur la muraille lors de la prise de Jérusalem en 1099. De Moyencourt, de Couldray, le capitaine Damiette s'illustrèrent aussi dans la défense de la ville. La population n'a pas démérité. Sitôt une brèche ouverte le jour, qu'elle est aussitôt comblée la nuit, par un travail acharné et périlleux. Le parchemin retrouvé. Un membre de la Société archéologique de la région de Péronne, en musardant dans une librairie saint-quentinoise, retrouve la trace d'un parchemin ignoré de tous les historiens et érudits péronnais, anciens et contemporains. Enfoui dans les fonds de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, inconnu de tous, un document représentant le siège de 1536 et datant de l'époque est exhumé. Passée l'émotion fort justifiée, une étude critique et détaillée est entreprise par cette même société archéologique de la région de Péronne, qui publiera en 2006, sous la direction de M. Robert Ambry, le parchemin retrouvé, ouvrage d'étude dans le contexte du fameux siège. Pour remercier les Péronnais de leur bravoure à conserver la ville dans le giron du royaume de France, pendant que lui guerroyait dans le Midi face à Charles Quint en personne, François Ier accorde en récompense aux bourgeois de Péronne une couronne royale à accrocher au chef de son blason. En termes héraldiques, celui-ci peut maintenant se décrire ainsi: d'azur, opé gothique couronné d'or, accosté de 2 fleurs de lys d'or et une 3e en pointe. Selon Jules Dournel, en janvier 1539, François Ier et Charles Quint, amis par la trêve de Nice, 1538, traversèrent Péronne avec enfants et armées. Le pape Paul III, effrayé des progrès des Turcs alliés de François Ier, et qui venaient de saccager toute la côte d'Otrante, avait fait pression sur les 2 rivaux pour qu'ils se réconcilient. Que pensent les Péronnais de cette réconciliation? Il n'en est fait mention dans l'histoire. Tout de même, à cette occasion, les habitants profitèrent du passage du roi pour lui adresser une pétition à propos de la reconstruction des fortifications de la ville, qui étaient fortement endommagées. Le roi fit droit à leur demande. Les fortifications furent réparées et améliorées. On releva les murailles. On rebâtit 10 tours. On en rasa d'autres. On construisit des redoutes sur la rivière et l'on condamna la porte Saint-Nicolas. La salamandre, figure héraldique de François Ier, ayant pour devise Nutrisco et extinguo, je m'en nourris et je l'éteins, fut apposée à l'hôtel de ville ainsi qu'au corps de garde pour remercier le roi des subsides accordés à leur reconstruction après le siège de 1536. Les travaux débuteront sous Henri III, vers 1583. L'emblème de notre monarque bienfaiteur, la salamandre, animal mythique, représenté au milieu des flammes, est un peu magique, car elle est censée éteindre les bons feux et en attiser les autres. Le chanoine de Saint-Léger, Eustache de Sachy, dans son manuscrit d'avant la Révolution, titré trop modestement « Essai sur l'histoire de Péronne », nous en donne son explication. Par le feu, il entendoit celui de l'amour profane. Il est aisé, en parcourant sa vie, de démêler le sens du reste de sa devise. Vue de Péronne, XVIe siècle. Sous Henri III, la France est en pleine guerre de religion.
La nuit de la Saint-Barthélemy a déjà fait son œuvre le 24 août 1572. Massacres et tentatives de conciliation se succèdent. Suite à la paix de Beaulieu-les-Loches, 6 mai 1576, ou paix de Monsieur, car inspiré par François d'Alençon, jeune frère du roi, dit Monsieur, certaines villes doivent servir de refuge aux troupes protestantes du prince de Condé. Péronne est l'une d'entre elles. Les gouverneurs refusent de remettre leur ville aux protestants comme le prévoyait cet édit. Ce fut le cas du gouverneur de Picardie, Jacques de Humières, qui refuse de voir sa ville de Péronne dans les mains d'Henri de Condé. Avec les seigneurs des environs, Jacques de Humières, Michel d'Estourmel et Jacques d'Aplincourt, le 5 juin 1576 est signé à Péronne avec le soutien de la bourgeoisie catholique et de la population, le premier acte d'association pour la Ligue, qui aboutira le 12 mai 1577 à la fondation de la Sainte Ligue, au nom de la Sainte Trinité, pour restaurer et défendre la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Élaboré la veille au château d'Aplincourt, le premier acte d'association pour la Ligue est signé dans la salle du bailliage, attenante à l'hôtel de ville. En 1590, à 37 ans, Henri III de Navarre, successeur d'Henri III de France depuis un an, mais pas encore Henri IV de France et de Navarre, combat la Ligue de Picardie. Il y rencontre la belle Gabrielle d'Estrées, près de Soissons à Queuvre, fille du marquis du même lieu, et en tombe amoureux fou. Pour maintenir un semblant de convention, en 1592, on marie Gabrielle, 18 ans, à Nicolas d'Amerval, gouverneur de Chauny. Les mauvaises langues diront que c'est le roi lui-même qui choisit son bossu de mari, le marquis de Liancourt. Veuve depuis peu, au physique mal tourné, vénale, impuissante après une chute de cheval, c'était un mari parfait pour une royale maîtresse. Après 2 ans passés à Liancourt, actuellement Liancourt-Fosse près de Nesle, sur la route de Péronne à Paris, où, dit-on, le roi vint souvent et secrètement la voir, elle se sépare de son mari de forme pour rejoindre la cour. Blonde, dorée, d'une taille admirable, d'un teint d'une blancheur éclatante, favorite officielle d'Henri IV, elle devient marquise de Monceau, puis duchesse de Beaufort et mère de 3 enfants du roi. Après l'annulation du mariage d'Henri IV avec Marguerite de Valois, connue plus tard sous le nom de Reine Margot, les 2 amants projettent leur union. Mais la presque reine, le 10 avril 1599, enceinte du roi pour la 4e fois, succombe d'une apoplexie foudroyante après avoir bu une citronnade. Depuis ce temps, dans l'ancien château de Liancourt près de la tour Gabrielle, une promenade du parc est toujours appelée allée des soupirs. Le 15 août 1594, Henri IV, roi de France et de Navarre, en revenant de Cambrai, où il y était entré 3 jours auparavant, et de Laon qui avait capitulé le 3 août, après un siège de plus d'1 mois, vint prendre possession de Péronne, et y fait une entrée solennelle, accompagné d'un nombre considérable de princes et de grands seigneurs. On présenta au monarque les clés de la ville, et il y entra sous un des magnifiques portés par les échevins. Les rues étaient tendues de tapisseries et de draps blancs. Les armes de France et de Navarre surmontaient les portes et l'hôtel de ville. Les cloches des églises mêlaient leurs joyeux carillons au sourd grondement du canon. Comme à ses prédécesseurs et à tous les personnages de distinction qui honoraient la ville de leur présence, on offrit au roi du vin d'ici, du vin de Saint-Jehan. La ville de Péronne, quoiqu'ayant été le berceau de la Ligue, avait été plus prompte que bien d'autres à rentrer dans le devoir.